Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Vidéo donc en sciences et technologies sur le thème 4, toujours sur le thème donc de la planète Terre et les êtres vivants dans leur environnement. Et dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement parler des climats et des risques climatiques. Ok, climat et risques climatiques. Alors bien évidemment, en cinquième, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir directement faire la différence entre climat et météo. Parce que oui, il y a une différence entre le climat et la météo. La météo, en gros, c'est sur un court terme, voilà, tandis que le climat, vraiment, c'est sur un plus long terme, ok, et sur une zone, en général, beaucoup plus étendue. Météo, c'est sur court terme et donc sur un territoire restreint, tandis que le climat, c'est sur du long terme et sur une zone beaucoup plus lointaine, ok. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le climat, donc, on l'estime sur une trentaine d'années, ok, voilà, et tandis que et donc sur une zone assez étendue, ok. Tandis que la météo, c'est sur une quinzaine de jours en gros, et sur une zone assez restreinte. Voilà. Bon, ce genre de définition, vous verrez en classe de 5e, et donc vous verrez dans le détail la différence entre les deux. Parce qu'il y a une légère différence quand même entre les deux, et c'est pour ça il ne faut pas tout mélanger. Les gars qui disent « Oh, il fait plus chaud, donc le climat est en train de se réchauffer », ça veut rien dire de l'absolu. Ça veut rien dire. Parce qu'il peut très bien faire plus chaud sur un moment, et après, se mettre à pleuvoir de malade, ok. Donc, il faut bien comprendre les choses. Il y a une différence. Alors, pour quand même étudier le climat, on va faire certaines mesures. Notamment, donc, des mesures de température, des mesures de pression, de vitesse de vent, et également, donc, d'humidité. Alors, voici un petit tableau qui récapitule toutes les mesures qui sont faites. Donc, on va mesurer la température avec un thermomètre, et ça va vous donner, donc, une mesure en degrés, ok. Après, on va également mesurer la pression, donc avec un baromètre, et ça va vous donner un résultat en hectopascal, ok. Alors, on pourrait également le donner en pascal, mais c'est assez élevé, ok. Si on donnait tous les résultats en pascal, puisque, voilà, mine de rien, par exemple, pour l'atmosphère, comment dire, la pression atmosphérique, pour les pneus, on va prendre un exemple des pneus, par exemple. L'exemple des pneus, les pneus, la pression idéale pour les pneus, je crois, c'est 1 bar, ok. 1 bar, donc, voilà, vous allez vous dire, mais c'est quoi un bar? Un bar, c'est tout simplement, je crois, si je ne me trompe pas, en gros 1013 hectopascal. Voilà. Et 1013 hectopascal, si on veut convertir ça en pascal, et vous rajoutez 2 zéros, ça vous fait mine de rien 100 300 pascal. Ok. Donc, mine de rien, c'est assez élevé. Ok. Voilà, bon. Pour ça, donc, on met tous les résultats de pression en hectopascal. Pour éviter d'avoir autant de zéros ou d'avoir à faire de la notation scientifique. Parce que oui, on sait bien que dans la population, il n'y a pas beaucoup de sciences. Enfin, il y a des gens qui ont étudié les sciences, mais que c'est pas tout le monde. Et puis t'imagines à la télé, on taperait là des 6 multiplié par 10 exposant 12, ou 10 exposant moins 12, ça serait super compliqué à faire à la télé. Alors que bon, mettre un résultat brut, c'est quand même, avec juste des chiffres, c'est quand même déjà un peu plus simple. Surtout que pour vous, par exemple, les 6e, vous serez complètement perdu si on vous mettez des choses en notation scientifique. Parce que vous, en 6e, on ne voit pas encore la notation scientifique. Ok. Alors, également, on va également mesurer la vitesse du vent avec un anémomètre. Et donc, cet anémomètre va nous donner la vitesse du vent en km/h. Ok. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on arrive à prévoir que le vent, il va être plus ou moins fort. Il va être fort de 100 km, qui va être fort de 40 km, etc. De 40 km/h, pardon, de 100 km/h, ainsi de suite. Parce qu'il y a un anémomètre qui a fait des prévisions et qui a fait des mesures. Ok. Alors, d'ailleurs, le thermomètre, je pense que vous imaginez à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ceci. Par exemple, le baromètre, là, je pense pas que vous savez vraiment à quoi ça ressemble, mais ça ressemble donc à ceci. Voilà. Et après, donc, également, dernière des choses que je vais vous montrer, l'anémomètre. Pareil, ça ressemble à ceci. Alors, chose que je voulais vous dire également au niveau de la pression. Alors, la pression, vous verrez peut-être ça en 4e, mais donc, l'unité de pression, qui est l'unité de base de pression, qui est le pascal, vient en fait d'un scientifique qui est nommé Blaise Pascal, voilà, et qui a inventé donc ce concept de pression. Alors, vous verrez dans le détail en classe de 4e, qu'est-ce que cela signifie, ok. Quand on parle de pression, tout ça, mais si bon, je vais quand même en parler 2 minutes. Mais voilà, vous verrez dans le détail un petit peu plus tard. Et enfin, donc, pour mesurer l'humidité, on va tout simplement utiliser un hydromètre.
qui va tout simplement vous donner l'humidité en pourcentage, ok? Donc 70%, 40%, etc., etc. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble un hydromètre. Voilà. Donc tous ces instruments-là permettent d'étudier le climat sur du long terme et d'estimer également la météo du jour au lendemain, ok? Voilà, sur les 15 prochains jours. Alors bon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on sait également estimer lorsqu'il y a des choses imprévues, ok? On sait les estimer jusqu'à 7 jours. Avant, on pouvait estimer du jour au lendemain, mais maintenant, on arrive quand même à estimer à 7 jours, du fait que le satellite est progressé et du fait donc des nouvelles technologies, ok? Alors, également, deuxième des choses, vous avez peut-être déjà entendu parler à la télé de cyclones, d'un cyclone, d'anticyclone, de dépression, bref, plein de termes qui font mal à la tête. Donc, on va rapidement expliquer ce que c'est que déjà un anticyclone et déjà expliquer ce que c'est qu'une dépression, ok? Un cyclone, c'est autre chose, ok? C'est pas... Enfin, il y a un lien, mais c'est quand même quelque chose d'autre, ok? Et puis là, si je me mets à l'expliquer, ça risque de prendre un peu de temps. Donc, on va déjà expliquer ce que c'est qu'un anticyclone, ok? Alors, lorsqu'on est dans le cas de l'anticyclone, ce qui est parfois le cas, et il va tout simplement se mettre à faire beaucoup trop chaud. L'air il va être assez lourd et donc on va avoir une pression qui est élevée, enfin qui est plus élevée que 1013 hectopascal. Ok. Alors pourquoi? Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la définition de la pression que je donnerai, que je donne en quatrième. Alors la pression, c'est quoi? C'est tout simplement en fait l'agitation de gaz. Ok. Donc, je vais vous définir ça rapidement comme ça. L'agitation de gaz. Ok. Donc vous avez des particules qui vont se cogner, à une vitesse assez élevée, ok? Le fait que ces particules se cognent, ceci va émettre de la chaleur, ok? Par exemple, quand vous frottez un corps avec un autre, et ça fait de la chaleur. Et quand vous cognez un corps avec de l'autre, mine de rien, ça fait mal, mais ça fait également de la chaleur. Ça va également émettre donc déjà de la chaleur et ça va également émettre une force, ok? Déjà dit, ok? Il faut vous dire que lorsque il va faire plus chaud, et dans ce cas-là, on va avoir tout simplement plus de particules. On va avoir des particules qui vont se cogner de plus en plus vite. Parce que plus la température augmente, et plus donc la vitesse donc de cognement des particules, va être élevée. Voilà. Et donc là, dans ce cas-là, on va avoir tout simplement ce qu'on appelle un anticyclone, ok? C'est-à-dire une pression au-delà de 1013 hectopascal, ok? 1013 hectopascal, c'est la valeur normale, classique de la pression, ok? Voilà. Donc c'est ce qui se passe lorsqu'on est tout simplement en anticyclone, ok? C'est-à-dire on a tout simplement des particules qui vont se cogner de plus en plus vite et de plus en plus fort afin de créer une force de plus en plus forte également, qui va faire que donc il va faire lourd en général et qu'après derrière il y a un orage, voilà. Voilà, donc déjà c'est la première des choses. Et deuxième des choses qui fait également que la pression est aussi élevée, c'est que voilà, on a des particules qui se cognent de plus en plus fort. Et comme les particules se cognent de plus en plus fort, c'est du fait de la température qui est assez élevée. Ok, voilà, c'est relié, sinon cela. Plus la température est élevée, plus les particules vont se cogner de plus en plus fort, plus la pression va être élevée, plus la force exercée du coup par le cognement de ces particules va être élevée. Ok, et donc plus cette pression va être élevée. Voilà, vous comprenez un peu le truc? Voilà pourquoi on parle d'anticyclone, ok? Et pourquoi la pression doit être élevée absolument à 1013, au-delà de 1013 hectopascal. Alors, lorsqu'on va parler de dépression, dépression, on va revenir même à l'être humain. Quand vous êtes déprimé, quand vous êtes en dépression, et en général, au niveau donc des hormones, vous verrez ça en troisième, en quatrième, troisième, il y a une baisse. Il y a une baisse, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup moins joyeux, beaucoup moins rigolo, beaucoup moins heureux, ok? Et donc au niveau et vous allez sécréter beaucoup moins d'hormones. Et c'est pareil au niveau de la pression, ok? Si on revient à notre explication de la pression, explication physique. La pression, je vous rappelle, c'est tout simplement des particules qui se cognent ensemble, ok? Voilà, c'est des particules qui se cognent ensemble, ok? Ces particules, lorsqu'elles vont se cogner ensemble, et tout simplement, elles vont déjà créer une force qui est cette pression. Et vont créer donc de la chaleur également. Et si vous avez moins de chaleur, ok, si vous avez moins de chaleur, des particules vont se cogner moins vite. Elles vont se croiser moins vite et donc elles vont se cogner moins fortement, ok. La force sera moins forte
donc la pression va diminuer. Et du coup, vu que la pression est diminuée, la température également chute. Et donc là, dans ce cas-là, on parle de dépression, ok? Pour la simple et bonne raison, c'est que, étant donné qu'il fait froid, déjà d'une, oui, parce qu'en général, quand il y a une dépression, il fait froid, et dans ce cas-là, les particules vont se cogner moins vite entre elles, ok? Donc, la vitesse des particules sera beaucoup moins élevée. Après, quand elles vont se cogner moins fortement, donc elles vont produire moins de chaleur, et la force globale de tout ça sera beaucoup moins élevée. Et donc, on aura une pression qui sera inférieure à 9013 hectopascal, qui est la valeur de référence pour la pression atmosphérique. Donc voilà. Donc en général, dites-vous que quand il fait très chaud et que l'air est lourd sur tout ça, et ça veut dire que tout simplement on est dans un anticyclone, ok? On est dans une période d'anticyclone, où il y a de l'anticyclone, ok? Et donc la pression est assez élevée. Voilà. Tellement élevé qu'on est au-dessus de la valeur normale, qui est 1013 hectopascal. Voilà. Alors, justement, je vous parlais tout à l'heure d'orage. Alors, l'orage, c'est un phénomène qui se passe lorsqu'il fait beaucoup trop chaud, ok? Lorsqu'il fait trop chaud, lorsque l'air est lourd, il va y avoir un contact qui va se faire entre l'air chaud et l'air froid, en fait. Et donc, ce contact qui va se faire entre l'air chaud et l'air froid, ça va créer l'orage, ok? Alors, l'air chaud, il a tendance donc à monter, l'air froid, il a tendance à descendre, et le contact qui va se faire entre l'air chaud et l'air froid va créer ce bruit-là. Blah, 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 et ça crée votre orage en question, ok? Voilà. Et donc justement, l'orage, comme le fait qu'il y ait des tempêtes, comme le fait qu'il y ait des avalanches, comme le fait qu'il y ait, je sais pas, euh, comme, comme le fait qu'il y ait de la neige ou des choses comme ça, ce sont des phénomènes qui traduisent de la dynamique externe de la Terre, ok? Ou bien de l'activité externe de la Terre, ok? Puisque ça ne vient pas de la Terre elle-même, mais ça vient notamment des nuages, ce genre de phénomène. La neige, les avalanches viennent des nuages. Après, pareil, au niveau donc, par exemple, quand vous avez un cyclone, en fait, ça vient notamment de l'eau, des nuages et de l'air, ok? Ça ne vient pas de la Terre en profondeur. Pareil, lorsque vous avez une tempête, lorsque vous avez un orage, ça vient des nuages, ok? Donc, ça ne vient pas de la Terre elle-même. Donc, dynamique externe, activité externe, c'est tout simplement une activité qui provient pas de la Terre intérieurement, mais qui provient soit des nuages ou d'autres choses, ou de l'air, ou de l'eau, etc., etc. Et donc, tous ces phénomènes que je viens de vous citer traduisent la dynamique externe de la Terre, ok, bien de cette activité externe de la Terre. Et dans ce cas-là, vous allez tout simplement avoir, lorsque ces phénomènes-là vont survenir, bon, on peut maintenant les prévoir jusqu'à 7 jours, avant c'était pas le cas, mais donc lorsque ces phénomènes vont survenir, un jour avant, à l'époque, et maintenant ce sera peut-être 7 jours maintenant, lorsqu'on va voir que ces phénomènes-là, ils vont survenir, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prévoir des bulletins météo déjà. Okay, on va prévenir les gens, il va faire mauvais, il va même pleuvoir, il va avoir un orage, n'allez pas dans cette zone-là. Okay. Après, on va également prévenir à la radio. Okay. À la radio, quand ils font la météo, ils vont dire, attention, n'allez pas dans cette zone-là, il va vraiment pleuvoir. Dans cette zone-là, c'est vraiment la catastrophe. Okay. Alors aujourd'hui, on a plusieurs chaînes, on a beaucoup de chaînes d'information. Okay. On a France Info, on a également donc Skyrock, c'est pas tant une chaîne d'info, mais quand ils font de la météo, du coup, ils font de l'info, quoi. Après, vous avez donc RMC et tout plein d'autres que je n'ai pas forcément en tête. France Inter et encore tout plein d'autres là que j'ai pas en tête. Après, vous avez TF1 à la télévision qui va vous permettre également de savoir quand il va pleuvoir, que c'est dangereux d'aller dans cette zone, dans telle ou telle zone. Vous avez BFN TV, vous avez CNews, vous avez tout plein de chaînes d'information qui permettent aujourd'hui de rester informé, ok? Et vous avez également, j'aime pas trop, mais vous avez aussi les réseaux sociaux. Bon, malheureusement, j'aime pas trop les réseaux sociaux pour une simple et bonne raison, c'est que parfois, vous risquez de vous faire mythomer. Enfin, genre, on va vous raconter du mytho. Genre, on peut vous dire, oh, il va faire mauvais, alors qu'en réalité, il fait pas si mauvais que ça. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop les réseaux sociaux. Voilà. Et dans ce genre de zone, et quand un phénomène comme ça, dû à l'activité externe de la Terre, va survenir, on va prévoir également des bulletins météo, on va faire des affiches, etc., pour prévenir les gens, ok? Voilà, voilà un exemple, par exemple, de bulletin météo qui peut être fait, ok? Alors, soit à la télé, après on peut éventuellement les afficher pour prévenir les gens, voilà. Alors, voilà, je voudrais également vous montrer un exemple de paysage avant et après une tempête, ok? Donc, avant la tempête, voilà, c'est un paysage classique, et après la tempête, boum, le paysage est carrément dévasté, ok? Et là, pour le coup, c'est comme dans la vidéo de tout à l'heure, c'est exactement le même délire. Quand on avait un séisme ou bien quand on avait du volcanisme,
quand on avait un volcan en éruption, et bah il y a un risque, ok? Et ce risque, et bah il y a, comment dire, une certaine chose qui puisse arriver ou pas, donc quand on a une tempête ou pas, et on a également une certaine vulnérabilité, c'est-à-dire donc, et bah un certain nombre de personnes qui vont devoir être protégées ou quoi, et qui vont être mises en jeu. Alors bien évidemment, c'est quoi qui va primer entre les deux? Ça je vais pas préciser, mais ce qui va primer entre l'aléa et la vulnérabilité, bien évidemment, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire on va plus faire attention aux biens et aux personnes plutôt qu'à la probabilité en fait. C'est-à-dire tu peux avoir une grande probabilité, mais éventuellement un petit, sur éventuellement une petite population, ça va rien faire. Tandis que si on a une petite probabilité, mais qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de biens, et bah là, on va de ce cas-là, bah, privilégier ce genre de lieu à protéger et donc à surveiller. Également, donc, c'est justement la définition du risque. Je rappelle, le risque, c'est tout simplement l'aléa fois la vulnérabilité, ou bien c'est l'aléa fois l'enjeu. Dans tous les cas, vous avez donc d'un côté l'aléa qui est la probabilité que l'événement survienne, et vous avez l'enjeu ou bien la vulnérabilité qui désigne les personnes ou bien les biens qui seront mis en jeu durant l'événement en question. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. Bon, qui a pris pas mal de temps, mais bon, il fallait quand même que j'explique deux, trois petites choses. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, à la commenter si c'est le cas. Et puis bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.